cours de Jean Quélins, titulaire de la chaire Langues et religions indo-iraniennes au Collège de France, consacrée aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne que nous écoutons cette semaine, tente de faire en quelque sorte le point sur le savoir le plus actuel que nous avons de l'Avesta. Ce texte, sur lequel les recherches sont récentes puisqu'elles datent du milieu du XIXe siècle et qu'elles n'ont pris leur marque que vers 1950, est d'une approche difficile car nous ne possédons que peu de repères. Rappelons-nous que l'alphabet avec lequel ce texte est écrit a été inventé pour ce texte précis et que donc, en effet, une langue a été inventée pour transmettre l'Avesta par écrit. Ainsi, comprendre, saisir, penser, interpréter ce texte est d'une difficulté extrême et il s'agit d'abord de trouver des clés pour le pénétrer. Pour en savoir plus sur toutes ces questions, rien de plus utile que de lire le dernier livre de Jean Quélins, paru aux éditions du Seuil et intitulé « La quatrième naissance de Zarathustra ». Je rappelle que l'Avesta, nous a dit Jean Quélins hier matin, est composé de 5 parties ou 5 livres qui ne sont d'ailleurs pas indépendants les uns des autres, comme le sont par exemple le livre de la Genèse et celui des psaumes dans la Bible. Parmi les travaux récents cités et discutés par Jean Quélins, ceux de son ami et interlocuteur savant, le professeur Éric Pirard, qui a tenté une histoire de la structure du yasna. Ce matin, Jean Quélins met ses textes du yasna à l'épreuve de la métrique. L'une des voies qui nous permet peut-être de restituer certains processus de la composition du texte ou de l'arrangement de l'ontologie qui est le yasna, c'est l'étude de la métrique du texte. La métrique du texte, nous n'en faisons pas souvent parce que c'était une étude tombée en désuétude. J'en ai fait la remarque quelquefois. Éric Pirard a repris la question et je vais vous expliquer en quels termes, dans l'historiographie de nos études aussi, n'est-ce pas, les problèmes concernant la métrique peuvent se poser dans l'analyse des textes avestiques. Bien, aux origines des choses, tout d'abord, dans le courant du XIXe siècle, nous trouvons 3 études qui vont se focaliser d'une manière progressive sur la métrique de l'Avesta récent, n'est-ce pas, en partant du cadre de la grammaire comparée générale des langues indo-européennes. L'étude sur la métrique comparée des peuples indo-européens, zur vergleichenden Metrik der indogermanischen Völker, donc métrique comparée des peuples indo-européens, est due à un certain Westphal, dont j'ai toujours jamais vu mentionner le prénom par qui que ce soit, y compris même dans son article qui paraît dans la revue de grammaire comparée de 1860. C'est la première fois que l'on fait une étude métrique comparée des anciennes littératures en langue indo-européenne. Un peu plus tard, 1871, un certain Aurel Mayer. Aurel Mayer publie dans les comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Vienne une étude de la métrique gathique, la métrique des Gathas, où la métrique est plus compliquée que dans l'Avesta récent, mais aussi beaucoup plus évidente. Resultate der Silbenzählung aus den 4 ersten Gathas. Donc, résultat du décompte des syllabes des 4 premières Gathas. Oui, la 5e, le tout dernier morceau, le Yasna 53, il est laissé de côté, comme vous voyez, parce que il présente une métrique d'une extrême complexité et qui est d'ailleurs relativement mal respectée puisque je crois qu'il n'y a pas une seule strophe qui ne pose un problème. Donc Mayer s'est concentré sur les quatre premières Gathas. La même année, 71, l'indianiste, le védisant Rudolf Roth publie une étude aussi de la métrique des Gathas dans la revue des orientalistes allemands, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Son élève, Karl Friedrich Geltner, qui sera l'éditeur de l'Avesta, soutient une thèse de doctorat en 1874 qui ne sera publié à Tübingen qu'en 77.
J'ai ici la photocopie de ce texte qui est aujourd'hui extrêmement difficile à trouver, c'est Über die Metrik des Jüngeren Avesta. C'est l'étude de fondation de la métrique de l'Avesta récent. Alors, nous avons affaire donc à un ouvrage qui est à la fois celui d'un débutant. Geltner débute dans une carrière qui se poursuivra par l'édition générale de l'Avesta que nous possédons. Une œuvre de débutant, mais qui est aussi une œuvre archaïque à certains égards. Nous sommes au début des années 70. On voit bien que Geltner, c'est une époque qui est antérieure à toute édition satisfaisante de l'Avesta. Quel que soit leur mérite, les éditions de l'Avesta que nous possédons jusqu'alors, il y en a deux, celle de Spiegel et celle de Westergaard, sont des éditions basées sur un matériel de hasard. Dans le cas de Spiegel, les manuscrits de la bibliothèque de Munich. Dans ceux de Westergaard, les manuscrits de la bibliothèque de Copenhague. Geltner, lui, pourra disposer du matériel le plus exhaustif possible. Ce qui fait que son édition, naturellement, efface les deux précédentes dans une très grande mesure. Pas d'édition satisfaisante de l'Avesta. Les grandes avancées de la grammaire avestique n'ont pas encore été faites. Ce sera Geltner lui-même et Bartholomé, qui est de 3 ans son cadet, qui engageront dans les années qui vont suivre les études avestiques dans sa première grande phase d'avancée décisive. Donc cela est antérieur aussi aux connaissances grammaticales qui seraient nécessaires. Donc une œuvre archaïque d'une part, et d'autre part pourrait-on dire, peut-être ça est le jeune âge de Geltner, peut-être une œuvre trop ambitieuse. C'est-à-dire que Geltner ne se soucie pas seulement de la quantité syllabique des vers, mais aussi de la quantité de vers par strophe. Car sa préoccupation, on le voit très bien, est de rapprocher le plus possible la métrique avestique de la métrique des hymnes védiques. Dès lors, le nombre de vers que présentent les strophes lui importe aussi, mais c'est dans cet aspect de son travail aussi qu'il doit le plus postuler des interpolations ou bien des lacunes, si le nombre de vers ne paraît pas régulier. Donc voilà les défauts de l'œuvre. Les défauts de l'œuvre sont inévitables. Les défauts sont dus aux connaissances de l'époque, et pourtant c'est un livre d'une extrême richesse, et on le sent bien, d'une très grande qualité. Mais dans ce cadre-là, qui est relatif, bien sûr. Or, l'œuvre de Geltner lancera l'idée, n'est-ce pas, de quelques études sur la métrique dans les années qui suivront, mais lorsque, à la fin du XIXe siècle, paraissent les grands ouvrages de référence sur l'Avesta, la métrique entre dans une période où elle suscite beaucoup de scepticisme. Darmesteter, le traducteur du Zend Avesta, parlera de tendance rythmique. Rien, pas de mètre, donc tendance rythmique. Et pour ce qui concerne le Homestome, donc dont nous parlons plus précisément, il décrira qu'il s'agit d'un texte en prose rythmée. Texte en prose rythmée. Tout en discernant bien sûr, car Geltner l'a vu comme lui, que le nombre des octosyllabes est particulièrement fréquent. Bartholomé, dans le Grundriss qui précède de quelques années le Wörterbuch, écrit dans son introduction: Auf die Metrik habe ich nirgends Rücksicht genommen. Je n'ai eu de considération nulle part pour la métrique. Et il s'exprimera avec la même brutalité quelques années plus tard dans un article en disant une sorte de formule, n'est-ce pas, die Metrik entscheidet nicht gegen die Lautlehre. La métrique n'a pas autorité sur la phonétique. Donc la prise de position très négative de Bartholomé, et Geltner lui-même, justement, dans le même Grundriss, affirmera les choses d'une manière extrêmement prudente et modérée, en disant les yachts, il ne parle que des yachts. Les yachts, pour la plus grande partie, sont rédigés en vers, gebundene Rede, selon un véritable maître, wirkliches Metrum, qui est couramment de 8 syllabes, geläufig, 8 syllabes, mais parsemé de vers de 12, eingestreut, parsemé de vers de 12 syllabes. Or, cette position en recul par rapport à son étude précédente, Geltner
Cela se traduit dans la disposition de l'Avesta Ausgabe qu'il va éditer. Pas comme un étudiant me le faisait encore remarquer il y a quelques jours, lorsque l'on ouvre l'Avesta Ausgabe, on s'aperçoit que certains passages sont en ligne continue, comme s'il s'agissait de prose, et d'autres passages apparaissent comme des vers. Mais Geltner n'a pas voulu faire la théorie de ces vers, n'est-ce pas? Ces vers comportent oui syllabes ou pas. C'est pas cela n'apparaît pas dans son édition d'Avesta, dont ses contemporains avaient craint d'ailleurs, n'est-ce pas, que ses préoccupations métriques ne soient trop imposantes et qu'il ait modifié le texte grec de la métrique. Il ne l'a pas fait. Comme éditeur, il savait qu'il ne pouvait pas donner un autre texte que celui que supposent les manuscrits. Il ne l'a pas fait, mais il a maintenu une apparence métrique à certains passages lorsqu'il lui semble que l'hypothèse métrique peut être formulée, sans le faire. Ce qui d'ailleurs, comme le faisait remarquer Hoffmann, est extrêmement heureux, parce que cela nous donne une disposition du texte beaucoup plus aérée et nous permet de mieux visualiser le texte de l'Avesta. Sinon, les choses auraient été passablement confuses s'il avait présenté un texte qui est l'apparence continue de la prose. C'est une difficulté à laquelle nous ne sommes pas confrontés. Donc voilà, avec l'acmé des grands pionniers, on peut dire que la métrique est sortie du champ des hypothèses dont on peut attendre des éclaircissements sur la structure du texte. Elles referont une apparition assez imposante d'ailleurs dans le courant des années 20 avec Hermann Lommel. Hermann Lommel, qui est un élève d'Andreas, qui croit comme lui que le texte de l'Avesta est un texte qui s'est constitué par vocalisation d'un original écrit en écriture consonantique, donc que nous devons envisager de façon extrêmement critique les voyelles que présentent les formes avestiques. Il convient, avant d'enregistrer un mot comme tel, de se représenter, qui disait Andreas, comment il figure dans l'Avesta originale que nous n'avons plus et qui était écrit en écriture consonantique. Lommel produira 2 articles très longs dans les années 20 sur la métrique. Le premier dans la Zeitschrift für Indologie und Tyrannistik, numéro 1 de 1923, et le second dans le 5e volume de la même revue en 1927. Ces tentatives seront isolées à ce moment-là. Et le problème de la métrique va rebondir avec Henning dans les Transactions of Philological Society de 1942, mais qui ne paraissent, à cause des événements que vous pouvez imaginer, qu'en 1944. C'est son fameux article intitulé « Désintégration des études avestiques ». Selon une technique que Henning éprouvera encore quelques années plus tard, dans ses examens critiques, Henning pratique volontiers, il l'a fait dans son Zoroaster, en 1951, quelques années plus tard, il pratique volontiers la technique de l'amalgame, c'est-à-dire réfute une théorie par une autre, en les réfutant naturellement personnellement toutes les deux. Ainsi va-t-il dans Zoroaster réfuter Nuberg par Herzfeld et Herzfeld par Nuberg. C'est sa fameuse question, Zoroastre est-il un politicien à la cour achéménide, comme le veut Herzfeld, ou un chaman drogué, comme le voudrait Nuberg? C'est caricatural, ce qu'il emploie naturellement. Mais, et pour dire ni l'un ni l'autre, naturellement, il est un prophète monothéiste, etc. Bon, donc, même amalgame, dans la critique de ce qu'il appelle la désintégration des études métriques. Elle est dirigée à la fois contre le système d'Andreas, contre l'existence d'un archétype avestique écrit en écriture consonantique, et contre les possibilités offertes par les examens de la métrique. Or, ce lien-là est tout à fait artificiel, n'est-ce pas? Il ne peut être absolument lié. Il est remarquable lorsque on lit Lommel, qui est un élève d'Andreas et qui est certainement un partisan de cette théorie, qui a travaillé beaucoup dans cette perspective-là, on s'aperçoit qu'en réalité, la théorie d'Andreas ne joue aucun rôle, quasi aucun rôle. Et lorsqu'elle en joue un, c'est inoffensif, car en réalité, Andreas ne fait que fournir
une justification fausse à des faits phonétiques réels. Et puisque ces faits phonétiques sont réels, eh bien, nous devons en tenir compte pour la métrique. Je vais prendre deux exemples très simples. Par exemple, lorsque nous avons aim, nominatif singulier du pronom présentatif, ce qui représente en indien ayam, nous avons affaire en apparence, sous la graphie avestique, à une contraction. La métrique indique que cette contraction n'appartient pas à la langue de l'auteur du texte, puisque cela vaut 2 syllabes. Or, dans un cas comme celui-ci, on voit bien que dans l'image qu'Andreas se fait de l'Avesta consonantique, on pourrait, c'est ce que croit Lommel, avoir mal vocalisé une forme écrite consonantiquement de cette façon-là. C'est une... naturellement, nous avons une autre explication aujourd'hui, et j'y viendrai, mais le recours à la théorie d'Andreas, dans ce cas-ci, est parfaitement inoffensif, car en réalité, il s'agit de rendre compte d'un fait dont l'incidence métrique ne peut pas être omise. Et en réalité, d'ailleurs, ni Geltner, qui lui travaille bien antérieurement à l'existence de la théorie d'Andreas, ni Lommel d'ailleurs, n'aimant en profondeur le texte. N'est-ce pas, leur souci métrique n'entraîne pas un nombre considérable de corrections, et même extrêmement peu. Au contraire, n'est-ce pas, les deux auteurs admettent des phénomènes qui tempèrent la métrique, c'est-à-dire qui rendent compte de ces imperfections sans qu'il soit nécessaire de véritablement bousculer le texte. Pour Geltner, c'est admettre des licences. C'est admettre des licences métriques. Non, il est possible comme il y en a dans la versification française, si vous voulez. Dans le cas de Lommel, c'est surtout de postuler, de poser l'éventuel recours à d'autres schémas métriques que le vers de 8 syllabes. Si Lommel admet des vers de 4, de 6, de 10 ou de 12 syllabes, pas qui alternent avec ceux de 8. Bien. Donc, en réalité, tenter de déconsidérer la théorie d'Andreas au moyen des études métriques et vice-versa, c'est abuser du lien tout à fait ténu qu'il peut y avoir entre les deux types d'explications scientifiques. En réalité, l'étude de Henning est basée sur 2 idées qui se trouvent dans l'air du temps. La première idée, c'est que le système vocalique de l'Avesta, tel qu'il apparaît dans la graphie de l'Avesta Ausgabe que nous possédons, Aim, par exemple, eh bien, c'est que le système vocalique de l'Avesta est fidèlement rendu par la graphie. Donc, Aim, c'est Aim, dans la langue de l'auteur. Ça, c'est une idée dans l'air du temps. On peut citer un article que, d'ailleurs, très significatif de cette idée-là, quoique certainement Henning ne l'ait pas connu. C'est l'article que Morgenstern a fait paraître dans le Nords Tidsskrift for Sprachwissenschaft, c'est-à-dire le journal nordique de linguistique, numéro 12, en 1942. Et les 2 articles, Morgenstern et Henning, sont à peu près contemporains. Ils paraissent indépendamment l'un de l'autre, dans le même créneau chronologique. Et c'est l'idée de Morgenstern, n'est-ce pas, qui réfute lui aussi Andreas d'ailleurs, mais en défendant l'idée que le système vocalique de l'Avesta traduit une réalité. Est une réalité. La graphie trahit la réalité vocalique. La seconde idée est plus ancienne. La seconde idée, c'est que l'accent avestique est profondément différent de l'accent du védique. L'accent du védique, pour dire les choses simplement, est un accent morphologique, qui varie selon la répartition des quantités vocaliques dans la flexion ou dans la conjugaison. Or, cette idée-là, l'idée qu'il pourrait en être autrement de l'accent avestique est apparue en 1900, avec les premières études sur les manuscrits moyen-iraniens d'Asie centrale. Il est dû à Meillet, à Antoine Meillet, le linguiste de Paris, qui publie ses remarques à ce sujet dans le Journal asiatique de 1900. Et cette idée sera reprise et défendue pendant plus de 50 ans par un élève de Meillet, le linguiste polonais, grand comparatiste par ailleurs, Jerzy Kuryłowicz, qui consacrera un livre paru ici à Paris, c'est son époque parisienne, en 1925,
intitulé Traces de la place du ton en Gattique, et qui tente de reconstituer le système de l'accent en Gattique cette fois. Et il publiera 50 ans plus tard, en 75, dans un de ses tout derniers articles donnés au Monumentum Nüberg, l'accent du mot en vieil iranien. Donc l'idée que l'accent de l'iranien ancien s'est émancipé par rapport au système védique est une idée qui a eu une longue vie d'une certaine manière. Mais en réalité, la combinaison de ces deux phénomènes, n'est-ce pas, la graphie trahit la réalité vocalique. D'autre part, l'accent du mot iranien n'est plus l'accent du védique. Bien, cela consiste, bien sûr, en une sorte de moyenne iranisation abusive de l'avestique. L'avestique est considéré comme ayant déjà à cet égard des traits moyen iraniens, puisque son système vocalique s'est modifié, a évolué, et puisque son système du ton a changé. Cette idée-là, d'ailleurs, cette idée avait déjà produit quelques années avant Henning une tentative pour reconstituer autrement la métrique avestique. C'est un livre qui n'a pas beaucoup qui n'est plus très connu aujourd'hui. Il est dû à un indianiste, Friedrich Weller, qui l'a appliqué au Yacht 5 à Anahita en 1938, d'où le titre de son livre d'ailleurs, Anahita. Je ne vous décris pas le système de Weller parce qu'il est très difficile à expliquer, je ne le comprends pas bien, je vous l'avoue, je ne le comprends pas bien pour une raison très simple, parce qu'il fait intervenir des considérations musicales qui m'échappent absolument. Je ne pourrais pas donner le résumé. Mais Henning, lui, donne, au-delà de cela, voici le système qu'il propose de substituer à la métrique fondée sur la fréquence de l'octosyllabe. C'est une transposition à partir du système moyen perse et moyen parthe. Un vers avestique, dit-il, contient 3 ou 4 syllabes accentuées. 3 ou 4 syllabes accentuées. Donc il y a là une licence. Le nombre de syllabes non accentuées étant libre. Cela entraîne naturellement une certaine irrégularité du nombre des syllabes, que l'on peut définir comme ceci. C'est ce que Henning fait remarquer. Le nombre de syllabes non accentuées varie dans un cas pareil, assez normalement, entre 5 et 10. Les chiffres les plus usuels étant 7 et 8. Ainsi, nous nous rapprochons de la tendance octosyllabique, n'est-ce pas? Ce serait un phénomène naturel dès lors que l'on doit introduire dans un vers 3 ou 4 syllabes accentuées. Il y a une forte probabilité pour que l'on rôde autour des 8 syllabes. Voilà le système donc de Henning. Il a été appliqué, mais de façon implicite, sans que cela soit dit nulle part par Gershevitch dans le Westen Hymn to Mitra, donc son édition du texte du Yacht 10, traduction et commentaire, en 1959, et a entraîné d'ailleurs, comme dans l'édition de Geltner, une apparence métrique. Le texte se présente comme s'il était en vers, mais la conception tout à fait différente de Gershevitch se faisait du vers avestique, a entraîné un autre découpage que celui de Geltner. On a tiré l'attention sur le danger que cela pouvait représenter parfois pour certaines analyses, c'est-à-dire que le texte de Gershevitch n'est pas parfaitement découpé comme le texte de Geltner. C'est ce que cela a entraîné. Or, le système métrique de Henning, justement, a été attaqué par l'auteur d'un compte-rendu du livre de Gershevitch, Paul Tedesco, dans la revue Language 36 de 1960, qui a fait remarquer que le système de Henning était inconséquent, que l'on ne comprenait pas, c'est vrai, je ne comprends pas non plus, que l'on ne comprenait pas en fonction de quoi Henning postulait la présence de l'accent sur telle ou telle syllabe ou autre chose. Et il fait remarquer aussi que les explications de Henning sont vraiment trop brèves. Mais en réalité, tout dans cette histoire est trop bref. Il est vrai que Henning ne donne pas assez d'explications, mais la réfutation de Tedesco elle-même, n'est-ce pas, échappe aussi, est extrêmement laconique. Il s'agit de 2 ou 3 phrases. Bien, donc, dans l'année 1960, nous nous trouvons en apparence devant une impasse. Le système de Geltner-Lommel, en quelque sorte,
est passé au second plan, et le nouveau système prôné par Henning se trouve lui aussi confronté au scepticisme. C'est pourquoi en 1962, dans la revue sur les études avestiques, entre le dictionnaire de Bartholomé 1904 et la date de parution de cette revue, 62, Jacques Duchesne-Guillemin a très bien résumé la situation en faisant remarquer deux choses. Il a fait remarquer deux choses. La première est que la fréquence des octosyllabes requiert une explication. En effet, comment expliquer la fréquence des octosyllabes? Ce n'est pas l'octosyllabe est probablement trop fréquent pour qu'il soit le fruit du hasard. Il est vrai que le hasard produit beaucoup d'octosyllabes, peut-être en ouvrant n'importe quelle gazette pour y voir pérer beaucoup dans la prose, mais il y en a véritablement trop pour que ce soit un hasard. Or, dit Duchesne-Guillemin, il n'y a pas de bonne explication jusqu'ici, puisque Geltner n'entraîne pas la conviction, Henning non plus. Alors, proposition, c'est le deuxième point des remarques de Duchesne-Guillemin, la question, mais il ne le fait pas, bien sûr, c'est pas l'endroit non plus, la question pourrait être à reprendre en connexion avec le formulaire épique de l'Avesta. Formulaire épique de l'Avesta, qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, c'est une référence à ces quelques passages des Yachts qui dressent ce que j'ai appelé ici, dans mes cours, n'est-ce pas, le catalogue des sacrifiants en telle ou telle divinité, et où ces sacrifiants demandent, chacun leur vœu spécifique adressé à la divinité, ils demandent la victoire contre tel ou tel adversaire. C'est donc un texte qui est caractérisé selon l'apparence formelle par les préoccupations du guerrier, vaincre un adversaire, ainsi de suite. D'où l'utilisation fréquente, pas dans la littérature avestologique, pour désigner ces passages comme les passages épiques de l'Avesta. Dans le meilleur des cas, et c'est le cas de Duchesne-Guillemin, d'ailleurs le mot épique est entre guillemets, car on se rend bien compte tout de même que il ne faut pas, cela ne suppose pas nécessairement une véritable épopée au sens littéraire du terme, c'est pas en arrière-plan au texte de l'Avesta que nous avons. Bien, cette remarque n'a pas eu de suite immédiate ou systématique. Une petite, peut-être, n'est-ce pas, une thèse soutenue à Hambourg en 65, parue à Hambourg aussi en 67, due à un certain Gert Gropp. Wiederholungsformen im Jung-Avesta fait l'examen des 19 premières strophes du Yacht 13. Un yacht, donc, et entre autres introduit la métrique dans l'examen. Et Gropp ne donne pas beaucoup d'explications, il fait la constatation seulement que de la fréquence particulière des octosyllabes, mais aussi en délayage autour de l'octosyllabe des vers d'une autre quantité métrique. C'est tout ce qui suivra, et je crois qu'il y a une explication peut-être assez simple à cette négligence de la science d'alors envers la métrique. Elle provient probablement du fait que 1962, c'est l'époque où les études avestiques sont représentées en tout premier lieu par l'école d'Erlangen, n'est-ce pas, dont les représentants, cela se remarque lorsqu'on les lit, mais on le sait encore mieux lorsqu'on les a fréquentés, n'ont aucun souci pour la métrique, même ont pour la métrique une véritable la métrique nourrit chez eux un véritable scepticisme. C'est le cas de Karl Hofmann, pour qui tout ça n'avait absolument aucune importance et ne voulait rien dire. C'est le cas de Helmut Humbach, naturellement, et c'est le cas de Johann Harteng. Leur insouciance métrique est absolue. Donc, cela explique peut-être le fait que les études de cette époque n'ont pas repris en compte le problème de la métrique. Les deux interventions, les seules avant Éric Pirard, d'ailleurs qu'il faut mentionner, qui sont importantes, il s'agit de deux articles de Gilbert Lazare, qui est avant tout un très grand spécialiste du persan moderne. Et le premier exposé sur la métrique avestique a été fait dans les mélanges du Duchesne-Guillemin, paru en 1984. C'était très significatif, n'est-ce pas, et très élégante de la part de Gilbert Lazare, car Gilbert Lazare s'inspire de la remarque de Duchesne-Guillemin et propose de réexaminer le problème
dans la perspective où Duchesne-Dimain l'avait brièvement défini en 1962. Le premier article, donc celui des mélanges Duchesne-Dimain, est un simple exposé des données du problème. D'abord, Gilbert Lazare entérine pleinement, à la suite de Tedesco, le fait que que le vers avestique soit fondé sur le nombre d'accents. Il trouve cela effectivement aussi trop moyen iranien. Pour Gilbert Lazare, c'est tout à fait évident, il a raison, on ne peut que lui donner raison, la structure grammaticale de l'avestique est trop semblable à celle du védique pour que son accent ait changé de nature. Pour Lazare, il faut donc postuler que l'accent de l'avestique est un accent morphologique de même type que celui du védique. Il faut donc l'accentuer de la même manière. Ça, c'est la première remarque. Enfin, deuxième chose, cela peut-être est la faiblesse de l'article de Lazare, c'est que Lazare ne cherche pas à découvrir les règles qui permettent de dénombrer le nombre de syllabes. Ce qu'avait fait Geltner. C'est le grand mérite de Geltner. Chercher à établir des règles d'énumération des syllabes. Comment dénombrer, de dénombrement des syllabes. Dès lors, Lazare admet des alternatives. Ce vers a 8 ou 7 ou 9 syllabes, et il procède par des statistiques. Alors je vais vous la donner. C'est intéressant de noter que, comme Gropp, Lazare a établi ses statistiques sur la base du Yacht 13, avec un nombre un peu plus faible de strophes que Gropp, puisqu'il a pris en compte les strophes 1 à 16. Il est très intéressant de voir le résultat d'ailleurs, parce que cela définit très bien les données du problème. Alors, vers de 8, le plus fréquent, alors, en tenant compte de ces alternatives, il y en a entre 88 et 98 dans le Yacht 13. Nous, vers de 7 syllabes, les syllabes manquent, entre 13 et 22. Vers de 9 syllabes, entre 11 et 12. 6, entre 6 et 7. 10, entre 5 et 6. 4, entre 2 et 5. 11, un seul. Alors, pour ce texte, on ne peut pas mentionner le vers de 12 syllabes, il n'y en a pas dans les 16 premières strophes du Yacht 13, mais il y en a ailleurs dans l'Avesta. Donc, Lommel l'avait établi, n'est-ce pas, dans ses articles de 1923 et 1927. Voilà donc comment se pose le problème. Vous voyez ce que cela signifie. D'abord, que faire dès lors que nous ne sommes pas en mesure de définir de manière stricte comment dénombrer les syllabes? Cela crée évidemment des alternatives qui sont fort dommageables, mais on s'aperçoit que l'octosyllabe est vraiment particulièrement fréquent, très fréquent. Et il n'est pas rassurant de voir que ce sont les vers d'une quantité métrique directement inférieure ou supérieure, c'est-à-dire 7 et 9, qui ensuite l'emportent. Cela ressemble tout de même furieusement. Ce que la statistique semble démontrer, c'est que tout le problème est justement dans le dénombrement des syllabes que nous opérons. Ce n'est pas dans alors les autres vers en quantité, cela c'est un autre problème. Mais la conclusion de Lazare est imparable, n'est-ce pas, même avec ce flou. Et ce qu'il faut expliquer, dira Lazare, c'est moins la fréquence des octosyllabes que l'abondance relative des séquences qui n'en sont pas. Donc on ne peut pas expliquer la fréquence des octosyllabes, ce n'est pas ça qui est en question, c'est expliquer pourquoi il y a tant de vers qui ne sont pas des octosyllabes. Voilà. Alors, là s'arrête l'examen de Lazare provisoirement. Il y reviendra quelques années plus tard au congrès iranologique de Turin en 1987 et dont les actes sont parus à Rome 3 ans plus tard, en 90. Cette fois, Lazare va exploiter la seconde remarque de Duchesne-Dimain, l'importance du formulaire épique. Alors, voici quels sont les deux présupposés de Lazare, avant d'aborder la question. C'est que les textes de l'Avesta que nous possédons peuvent être considérés comme appartenant à deux types. Il y a deux types de textes. Il y a de vieilles légendes colorées et profanes. Vieilles légendes colorées. C'est le formulaire épique de Duchesne-Dimain. Cela, c'est la couche ancienne de l'Avesta, nous dit-il. Vous voyez,
passe de manière conceptuellement assez large d'un concept à un autre, n'est-ce pas? Il y a trois concepts qui s'enfilent de cette manière, d'une littérature colorée, des textes d'une certaine qualité littéraire. Ces textes sont anciens, ces textes sont profanes. Bon. Alors, le deuxième type de texte, ce sont de sèches énumérations dogmatiques. Ces parties sont récentes et elles représentent une littérature de type clérical, nous dit Lazare. Alors, deuxième présupposé de Lazare, nous allons poser par hypothèse que la couche la plus ancienne est pré-zoroastrienne et même pré-masdéenne. Donc nous avons affaire à des textes antérieurs à la fondation du zoroastrisme. Alors, en procédant de la sorte, il faut voir que Lazare, dans les années 80, se rattache à un vieux filon de l'avestologie française, n'est-ce pas? Il s'inscrit dans la ligne de Darmesteter à la fin du XIXe siècle et de Meillet au début du XXe, n'est-ce pas? Darmesteter, c'est l'idée que l'Avesta est un texte extrêmement récent, que bien sûr il réutilise des passages anciens, mais les assemble sans ordre, et de telle sorte que nous ne sommes même pas en mesure, n'est-ce pas, de les distinguer. De l'Avesta ancien, nous dit, pas l'Avesta ancien à mon sens, mais des anciens textes, des textes iraniens de l'époque achéménide, par exemple, nous dit Darmesteter, il n'existe pas une page reproduite littéralement. Bon, donc un Avesta chaotique, c'est la première idée, récent dans une certaine mesure, et aussi là, ce n'est pas Darmesteter qui intervient, mais c'est Meillet. Meillet a hérité de la conception que son maître Darmesteter avait de l'Avesta, dans une certaine mesure seulement. Il ne va pas poser, il sait qu'il ne peut plus faire, que l'Avesta est aussi récent que le 1er ou le 2e siècle de notre ère. Ça, non. Il postule une date relativement récente aussi, mais il aura la même conception chaotique des textes avestiques. Son article de 1917, pas la partie que nous avons examinée l'an dernier, mais la seconde partie de son article, ça consacré à montrer, à l'aide du Homestome d'ailleurs, très intéressant de voir le rôle que le Homestome a joué dans cette problématique, n'est-ce pas, avec Meillet d'une part, mais Geltner avant lui, Éric Pirard aujourd'hui. Il va montrer que le Homestome est, comme il dit, l'assemblage de fragments très menus et assemblés sans ordre. Mais en même temps, Meillet, à l'intérieur de cette conception chaotique, faisait une distinction beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus globale entre deux types de textes, ce qu'il appelait la double tradition de l'Avesta. La double tradition de l'Avesta, c'est-à-dire la tradition pré-zoroastrienne rémanente. Il y a dans l'Avesta des textes, disait Meillet, qui appartiennent à une tradition pré-zoroastrienne, mais qui ont été réutilisés tout en étant, dans une certaine mesure, interpolés pour apparaître comme zoroastriens. Et cette idée a surtout été systématisée, vous savez, non par Meillet lui-même, mais quelques années plus tard par Christensen, dont j'ai souvent parlé, vous le savez, en 1930, avec son livre Les Kayanides. Bon, cette conception-là, je crois, elle est fondée, je pense, sur deux illusions. J'en ai fait souvent la critique, Pirard l'a fait, d'ailleurs, on a fait la remarque dans le partie métrique de son livre, n'est-ce pas, c'est que juger qu'il y a des passages qui sont littérairement méritants dans l'Avesta et d'autres passages qui sont absolument hideux, ce que l'on fait parfois, n'est-ce pas? Hoffmann avait aussi cette conception lorsqu'il disait si les poètes allemands, il pensait à Rückert, n'ont jamais traduit de passage de l'Avesta en vers allemand, c'est parce qu'aucun ne valait la peine, littérairement. C'est toujours cette idée que l'Avesta n'a aucune valeur littéraire. Bien, ces jugements ne correspondent naturellement à des sentiments littéraires modernes. Nous n'avons pas à faire la critique littéraire de l'Avesta, n'est-ce pas? Nous avons affaire à un texte liturgique. Ces longues litanies stéréotypées qui sont si souvent dans le collimateur des critiques qui réfléchissent comme ceci, n'est-ce pas, ont des raisons liturgiques d'exister et nous n'avons pas à juger leur mérite littéraire. Enfin, il y a une part de postulat. C'est le postulat qu'il faut nécessairement, dans l'histoire religieuse de l'Iran, postuler des changements.
Or, cela se combine en une remarque que l'on peut faire, n'est-ce pas, une double tradition des éléments zoroastriens ou pré-zoroastriens. Ceux d'entre vous qui connaissent assez d'avestique peuvent essayer et chercher à voir si l'on peut dézoroastriser un texte avestique. C'est rigoureusement impossible. Les deux, le courant, les concepts zoroastriens, les concepts avestiques usuels, dirais-je plutôt, n'est-ce pas, parcourent si bien l'ensemble du texte qu'il n'y a pas une strophe dont on puisse les expurger. Rien. Tout cela fait inextricablement partie de la texture du texte. Ce sont des textes religieusement homogènes. Nous ne pouvons pas les considérer autrement. D'ailleurs, les statistiques de Lazare sont un terrible aveu, n'est-ce pas, car en examinant cette fois le Yacht 13, 1 à 70, donc 70 strophes, il va faire de nouvelles statistiques, mais pour établir le nombre de vers qui appartiennent à la tradition ancienne, à la tradition récente, etc., eh bien voici le résultat. 161 vers sont anciens, 80 sont récents et 352 sont douteux. Cela parle de soi-même. Le nombre de vers douteux est plus haut, est plus élevé que la somme des vers anciens et des vers récents. Si l'analyse qui les permet de les désigner comme anciens et récents peut être reçue, du moins. Vous voyez, et en même temps, dès lors que l'on renonce, évidemment, à combiner les deux critères, nous ne pouvons pas non plus faire de distinction entre ce qui, dans l'Avesta, est d'ordre profane et ce qui est d'ordre religieux. Il est évident que les catalogues de sacrifiantes ou apparemment épiques qu'ils soient sont à leur manière aussi des textes religieux, bien sûr. Nous ne pouvons donc pas faire ces distinctions. Alors voilà, c'est tout, n'est-ce pas? Avec Lazare s'achève l'histoire, je vais dire, dans nos études, des études métriques. Nous sommes arrivés au fond, ici aussi, à une nouvelle impasse, après celle de Geithner, après celle de Henning, après celle de Lazare. C'est évidemment, si je vous présente les choses comme ça, c'est vous dire combien je considère comme importante, n'est-ce pas, la contribution nouvelle de Pirard aux études métriques. Je crois qu'il a relancé le débat. Il a relancé le débat en reprenant un fait qui en reprenant la méthode inévitable, si on veut éclaircir le problème éthique de Geithner, c'est avoir répondre tout d'abord à la question: quelles sont les règles qui permettent de dénombrer exactement les syllabes? Il faut rétablir les règles. Pirard l'a fait. On peut les critiquer une à une, c'est vrai, mais il a établi une liste de 29 règles de décompte des syllabes. Elles ne sont pas toutes exactes, je pense, il y en a qu'il faut modifier, mais certaines sont correctes. Il faut voir aussi qu'il s'était produit, n'est-ce pas, entre-temps, depuis la réfutation de Henning par Tedesco, deux faits essentiels. Bon, je reprends mon exemple de Heim, n'est-ce pas, l'exemple de Heim très simple qui figure au tableau. L'école d'Erlangen, Hoffmann avait attiré l'attention sur l'importance des changements phonétiques survenus dans le cours de la transmission orale. Pour expliquer le fait qu'un mot comme Heim compte 2 syllabes au lieu d'une seule, il n'est pas nécessaire de faire entrer en compte uniquement l'accent. Il n'est pas nécessaire non plus de postuler l'existence d'un avesta consonantique. Simplement, la métrique nous permet d'établir que Heim vaut 2 syllabes, donc qu'à l'époque des auteurs, ce mot était encore prononcé Hayam, comme le sanskrit nous l'enseigne, et que s'il s'est réduit par contraction à une seule syllabe, c'est dans la langue des transmetteurs, dans le mode de récitation orale des transmetteurs. Donc c'est l'idée que certaines modifications dans le système vocalique et par conséquent dans le nombre de syllabes sont intervenues dans le cours de la transmission orale. Ça c'est la première idée. Un fait avec lequel jusque-là un fait dont on n'avait pas tenu compte. Le deuxième acquis était survenu en 1957 lorsque, d'ailleurs commentant la déclinaison du nom du dieu Mazda, Kuiper avait pu montrer que l'ancienne laryngale, ce phonème qui n'existe, enfin
il existe dans certaines langues, mais qui est disparu de manière très générale dans les langues indo-européennes aujourd'hui connues, et que l'on doit postuler nécessairement pour équilibrer les équivalences phonétiques entre les diverses langues, eh bien, que ce phonème restitué, qui ne laisse des traces apparentes que dans certaines conditions, n'est-ce pas, eh bien, il avait produit, il existait encore en gattique sous forme d'hiatus. Par conséquent, cela permet en gattique, n'est-ce pas, de considérer comme dissyllabiques, nous oblige, nous contraint à considérer comme dissyllabiques des mots qui graphiquement paraissent monosyllabiques. Or, cette remarque, n'est-ce pas, a ouvert la voie dans les années qui ont suivi immédiatement à une régularisation massive de la métrique gattique. Nous pouvons dire aujourd'hui que la métrique des Gathas est pratiquement régulière. Elle est en réalité, elle présente encore quelques irrégularités, mais le pourcentage de vers problématiques est réduit tout de même à un pourcentage extrêmement faible. Donc, voilà deux simples idées générales, n'est-ce pas, qui doivent intervenir lorsque l'on doit faire une étude contemporaine des règles qui doivent nous permettre de dénombrer les syllabes. Et c'est ce que Pirard a fait. Je lui reprocherai par contre de s'inscrire lui aussi, mais la métrique n'a rien à y voir dans son cas, dans la filiation française de l'iranologie française que je vous décrivais tantôt, car Pirard souscrit pleinement à cette idée que les textes sont faits de morceaux très menus et assemblés sans ordre, pour reprendre la description de Meillet. C'est ainsi que Pirard considère que dans les 32 strophes du Yasna 9, que ces 32 strophes assemblent 11 morceaux indépendants. 11 morceaux indépendants pour 32 strophes, et c'est encore plus joli pour le Yasna 10, puisque les 21 strophes du Yasna 10 assemblent elles aussi 11 morceaux. Parlerons pas du Yasna 11 parce qu'il est, pour une étude métrique, beaucoup plus malaisé que les deux autres chapitres. D'ailleurs, Geltner lui aussi en avait fait la remarque. Il l'avait laissé de côté. Pirard ne l'a pas laissé de côté, mais il a fait remarquer que là, l'analyse se heurtait beaucoup plus de difficultés et risquait de conduire à des apories. Donc, cette idée est maintenue, mais elle n'est pas maintenue dans le cadre de la métrique. Ce n'est pas la métrique qui permet, pas toujours, parfois, mais non, c'est une idée, c'est secondaire par rapport au reste des arguments. Ce n'est pas la métrique qui l'amène à faire exploser le texte de cette manière-là. C'est l'étude d'autres types de phénomènes caricaturaux. Donc, ceci est une remarque en passant, hein, ça n'affecte donc pas l'étude métrique. Alors, bien sûr, il nous reste un peu de temps pour passer en revue, non pas règle par règle, nous y ferons allusion de temps en temps, passer en revue les règles de Pirard, mais peut-être pour aussi établir un certain nombre de principes. Le premier est que certains paragraphes, je les appelle paragraphes et non plus strophes, bien sûr, dans ce cas-là, semblent avoir un canevas en prose. J'en dénombre 5. Il y a donc 5 strophes du Runestone qui semblent fondées sur un texte en prose. Quoique, et c'est très perturbant, il faut le remarquer, dans cette masse apparemment prosaïque, on peut dénicher par-ci par-là des octosyllabes. Cela arrive, n'est-ce pas, presque dans chacune de ces 5 strophes. Je ne m'y attarde pas, je ne donnerai pas ici naturellement tous les détails. Enfin, le problème de la diversité métrique, qui faisait le fond de la démonstration Clomel. Là, nous devons laisser cela de côté. Nous devons laisser cela de côté pour un fait très simple. C'est que, de ce point de vue-là, le Runestone est un témoin exécrable. Mais il faut tout de même faire la remarque que dans 3 strophes, nous trouvons un vers final de 6 syllabes. 3 strophes. C'est peut-être un hasard. Peut-être pas. Et d'ailleurs, il est frappant aussi que dans une de ces strophes, c'est le Yasna 9, 26, il y a un effet d'encerclement. Non seulement le vers final comporte 6 syllabes, mais aussi le vers initial.
le reste étant octosyllabique, parfaitement octosyllabique. Peut-être une intrusion métrique à l'intérieur du corpus octosyllabique. C'est une possibilité. Alors maintenant, voyons ce qui fait difficulté. Qu'est-ce qui, la plupart du temps, anéantit l'octosyllabe? Eh bien, les ritournelles figées, où l'on change de nom propre, dans la même structure de phrase, change le nom propre, mais aussi, dans le cas du Homestone, ça arrive 2 fois, mais aussi d'ordinal. Or, la quantité rythmique des ordinaux est irrégulière. On ne peut pas énumérer dans le même schéma métrique premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La valeur métrique de ces ordinaux n'est pas la même. Alors, certains entraînements énumératifs aussi. L'entraînement énumératif entraîne parfois un désordre métrique. Lorsque l'on veut faire, par exemple, l'énumération complète des listes des cercles de l'appartenance sociale, eh bien, cette liste alors devient inévitablement trop longue, et cela amène des quantités métriques très largement supérieures à l'octosyllabe. Cela arrive une fois, n'est-ce pas? Cela arrive une fois dans l'énumération des cercles de l'appartenance sociale entre les yasna 9, 27 et 28. Enfin, un autre élément perturbant qui entraîne apparemment fréquemment l'abandon de l'octosyllabe, c'est les passages à contenu démonologique. Lorsque l'on fait allusion à tous les esprits du monde démoniaque, ou bien les représentants humains du monde démoniaque, cela entraîne aussi évidemment des énumérations, eh bien, l'octosyllabe se défait, presque inévitablement. Quoique dans chaque strophe aussi, il réapparaît sporadiquement. Mais l'allusion aux forces démoniaques, elle a lieu 2 fois dans le yasna 9, la strophe 9-18 qui est isolée, et puis les 3 strophes finales du chapitre 30, 31 et 32. Ici, les difficultés métriques deviennent considérables. Il semble que, peut-être, les strophes démonologiques ont puisé leur fond à des textes qui n'étaient pas véritablement octosyllabiques. Une autre remarque aussi que je voudrais faire, alors que généralement on reproche aux études métriques ce travers, n'est-ce pas, c'est que des tentatives pour harmoniser la métrique du texte, c'est vrai pour le Homestone comme pour tous les autres, n'ont jamais entraîné des modifications massives du texte. Cela n'entraîne pas de l'hypercorrection en soi. Il arrive même assez comiquement, dans le cas de Pirard, que ce sont les corrections de Pirard qui entraînent un trouble métrique. Donc l'inverse. Mais, donc je vais citer, par exemple, un seul mot, à ma connaissance, dans les études métriques, a été restitué sur la base de la métrique. C'est dans le yasna 10-19, où l'on dit Rongeo plus légèrement Vasaiti Mado. S'adresse à Hauma, c'est une strophe où on s'adresse à Hauma. Les ivresses, mais bien entendu, tes ivresses font se mouvoir, entraînent avec plus de légèreté. Or, ici, si vous faites le compte des syllabes, vous verrez que nous en avons 7, c'est un vers déficitaire, et que tout s'arrange si on restitue un T, comme dans les vers précédents d'ailleurs, pour dire tes ivresses, n'est-ce pas? Alors le vers devient parfaitement octosyllabique, mais ce n'est pas la métrique qui a entraîné cette restitution. Elle a été proposée par Bartholomé, qui manifestait un tel mépris de la métrique dans ses remarques. Et Bartholomé l'a proposé dans le Wörterbuch. Donc la métrique n'a pas joué de rôle dans cette hypothèse. Aucune.